اس على الاستضافه وعلى راسهم الاستاذ ديالي الاستاذ حيده وجميع لي ممبر. اول حاجه كان واحد الكلمه استرعتني في يوم الافتتاح، هي الحديث ديال السي افيلال على مدينه القرويين، على جامعه القرويين اللي اقدم مدينه. وصراحه قدمت لكم هذه اقدم اجازه في الطب البشري والبيطري في فاس، وجاتني اقتراح باش نعطيو واحد لا فالور للقرويين. واش ممكن في فاس تزيدوا ايام القرويين لطب الاطفال؟ يمكن غادي ترجع دوك لي زونسيان ديالنا القدام ديالنا، لان راه اول اجازه عندنا. تري بيان. ما تخافوش، ما غنعسكمش. فوالا. انا اول حاجه كنعيط لي السي رحال في لا جورني ديال الوجده بوغ فيغ ان تيم، قلت له اون فا فيغ لو ساندروم دابني سوماي. قال لي السي عبد العظيم شنو العلاقه؟ قلت له راه جيستيم كيل فو بارلي سور سوجي et je pense à la fin c'est l'affaire de pédiatre et même le pédiatre généraliste et même le médecin généraliste. Et on va voir ça à travers, parce que c'est une science des cas cliniques, on va voir des sciences. Et si la semaine le matin nous a parlé, c'est pas des cas cliniques, mais je préfère parler de situations cliniques vécues, parce que ce sont des situations qu'on a vécues ensemble. Très bien, je vais commencer par le premier cas clinique. C'est un enfant que j'ai vu depuis 7 ans. C'est un enfant de 3 ans qui était admis chez nous pour une détresse respiratoire. Le premier interrogatoire, il n'y avait pas d'antécédent. Et c'est une histoire récente, c'est évolué sur 2 semaines, par une toux, puis détresse respiratoire. Donc à l'examen de son admission, c'était un enfant conscient, normotendu, tachycarde, polypnique, et il sature à 80 à l'air ambiant et 85 sous oxygène. Et par la suite, l'examen pleuropulmonaire, il avait des signes de tirage, et cliniquement, il avait une énorme hépatomégalie avec des signes d'insuffisance cardiaque. Donc au total, c'est un enfant de 3 ans, tout fièvre, signe d'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous avez en tête des diagnostics à évoquer? Très bien, fièvre, voilà. Parce qu'un enfant, il n'y a pas d'antécédent, c'est une pathologie acquise, oui. Myocardite, son premier, quoi d'autre? Il peut... Ah oui, qui est décompensé, oui. Quoi d'autre? Donc les pathologies acquises. C'est peut-être épanchement péricardique, tamponnade aussi. Quoi d'autre? Bon, on a dit, c'est peut-être des troubles de rythme. Très bien. Donc on fait la radio, comme vous voyez, la radio thoracique. Vous avez une énorme cardiomégalie avec une atteinte pulmonaire. Et sur le plan échographique, bon, je tombe sur une atteinte de cœur droit, dilatation des cavités droites, dysfonctionnement systolique de VD, avec le fonction de VG normale. Et nous, on a appris qu'en enfant, en général, c'est toujours une insuffisance cardiaque globale. C'est exceptionnel, l'insuffisance cardiaque droite. C'est pour cela que j'aimais insister pour chercher une cause, par exemple une coartation, c'est-à-dire une anomalie de naissance, aussi des anomalies de retour veineux. C'est pour cela qu'on a complété par un scanner pour étudier le poumon et aussi pour étudier les anomalies de retour veineux, mais c'était normal. Mais par la suite, ce qu'on a remarqué, il a bien évolué. Un tableau grave, insuffisance cardiaque, avec un traitement symptomatique, oxygénothérapie, diurétique, antibiothérapie, sildenafil, très bonne évolution. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Mais c'était quoi la cause de cette insuffisance cardiaque? Bon, un juste rappel, effectivement, qu'on a discuté, les tableaux d'insuffisance cardiaque. Il y a les causes chez le nouveau-né, chez le grand enfant. Chez les causes cardiaques, c'est en premier les cardiopathies qui décompensent, les troubles de rythme, les myocardites, voilà, les pathologies aussi toxiques, c'est un enfant qui est après la chimiothérapie, et les autres étiologies extracardiaques. Mais, au cours de la visite, lorsqu'on fait la visite, il s'est amélioré, on remarque ça. Ça veut dire qu'il fait un syndrome des apnées. Des apnées de sommeil, un syndrome d'apnée de sommeil sévère. Mais pourquoi le cœur? Et là, je fais une petite recherche, je
trouvé que, effectivement, l'hypertrophie adéno-amygdalienne, ça peut se compliquer par une insuffisance cardiaque. Et c'était le premier cas de mon exercice. Et là, je commençais à s'intéresser à ce problème. Et là, il y avait un problème avec le cœur, avec les amygdales. Il y a le RAA, et là aussi, les amygdales, malheureusement, ils peuvent aussi causer des pathologies très très graves, qui est l'insuffisance cardiaque. Et voilà, donc le diagnostic, il avait une hypertrophie. Donc on l'a parlé, par la suite on l'a opéré, on a enlevé les amygdales, et il avait une bonne évolution par la suite. Très bien. Je passe rapidement sur ce cas clinique. Donc j'étais à Rachidia, et le docteur Asma m'a appelé, m'a dit s'il te plaît, je veux vous envoyer un enfant à Oujda pour complément de prise en charge pour suspicion de cardiopathie. Et je lui dis, je peux me déplacer à Rachidia, je peux me déplacer à l'hôpital Moulay El-Chrif, et je profite de l'occasion de saluer les médecins de santé publique, vraiment qui font un grand travail partout au Maroc. Et j'ai trouvé un bon service. Ils ont même une échographe, tout ça. Donc, j'ai pris une photo de dossier. Donc, il était à l'admission pour suspicion de syndrome néphrotique, parce qu'il avait des œdèmes. Et une gêne, l'histoire, c'est une gêne respiratoire avec syndrome odémateux qui remonte à 1 mois. Voilà, le bilan de la CRP était négatif, fonction rénale normale. Et elle a fait une échographie par un cardiologue adulte qui parle d'une HTAP importante avec dilatation des cavités droites, un avis d'un cardiopédiatre sous 8 ans. Et la même chose, et très bonne évolution. Et vous voyez la radio thoracique, vous voyez l'enfant et le dossier. Et par la suite, ils ont déjà une échographe. Voilà. Ici, vous avez... Ça, c'est le cœur droit. Dilatation importante des cavités droites. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Elle a un syndrome adénoïdien. Tu as un pointeur. Ah, pardon. Pointeur, pardon. Vous voyez? Et là, c'est pas obligatoire de l'envoyer à Oujda quelque part. Vous voulez gérer à Rachidia. Et son problème, c'est à ce niveau. Il faut juste enlever les amygdales. Et elle a bien évolué par la suite. Donc, j'aimerais juste insister sur cette problématique qui est vraiment très fréquente. C'est malheureusement cette hypertrophie adénomygdalien qui peut se compliquer par un syndrome d'apnée de sommeil, qui a plusieurs complications cardiaques, qui peut augmenter un marqueur de l'insuffisance cardiaque, NT-proBNP, il augmente la pression artérielle moyenne et il augmente la défiance du corps droit. Et lorsqu'on enlève cette problématique, il y a une amélioration de la fonction de VT. Voilà, c'est une étude qui a été faite dans un service ORL. Ils ont pris tous les enfants qui ont une hypertrophie adénomygdalien. Et avant la chirurgie, vous voyez, ça c'est la pression artérielle moyenne au niveau pulmonaire. Et vous voyez, ils avaient tous une augmentation et une amélioration spectaculaire après la chirurgie. Vous voyez que cette hypertrophie, malheureusement, banalise cette situation, d'accord, alors qu'il peut donner des complications graves. Donc rapidement, je passe au cas numéro 3. Donc c'est un nourrisson de 13 mois, voilà, avec bon développement, avec notion de ronflement. Cette fois-ci, par la suite, au service, on a commencé à faire attention. Dans l'interrogatoire, toujours en recherche. Donc cette fois-ci, il avait une notion de ronflement au sommeil. Et il était admis, la même chose, pour un syndrome odémateux généralisé. Et à l'examen clinique, c'est un enfant qui était ectérique, sur un fond de pâle. Il avait une faciès dysmorphique. Il avait des œdèmes fermes, frontales godés. Mais parfois, Parfois, il prend les godets. L'examen, elle était normale cette fois-ci. Il n'y avait pas d'hypertrophie adéno-amygdalien. Et il était en surpoids. Donc, on est devant syndrome odémateux avec ictère. Donc, au début, on doit chercher les causes qui peuvent associer les deux. Une atteinte hépatique. C'est pour cela qu'on a fait le bilan hépatique qui est revenu normal, pas d'insuffisance cardiaque. Il avait une anémie. Et le reste, et au même temps, on a éliminé l'origine rénale. Donc, il n'y avait pas de protéinurie. Donc c'était normal la fonction rénale. Et on a fait dans ce sens une radiographie thoracique et on tombe sur une cardiomégalie, malgré que cliniquement, l'enfant, il n'y avait pas de signe de gêne ou polypnée. Et là, nos résidents sont
toujours vigilants. À chaque fois qu'on suspecte pour distinguer une origine pulmonaire et cardiaque, ils ont demandé la probe BNP et la probe BNP était très élevée à 10 000. Juste point très important, toujours il faut faire interpréter les chiffres selon le contexte. D'accord? Donc ce n'est pas supérieur à 1000, c'est positif. Non, il faut avoir une coordination entre la clinique et les chiffres de la probe BNP. Et voilà, donc vous voyez l'écho-cœur, il y a une dilatation des cavités droites, la même chose, l'HTAP. Donc on est devant une obésité, absence d'anomalie de l'HTAP, et avec notion de renflement nommé, c'est un syndrome d'apnée de sommeil. Mais pourquoi il est obèse cet enfant? Deuxième question, pourquoi il a un surpoids? Et aussi, parce qu'on avait des œdèmes qui ne prennent pas le goûter, on a fait un bilan thyroïdien, elle avait une hypothyroïdie, elle avait une dysmorphie faciale, avis génétique, on a fait un bilan phosphocalcique, PTH augmenté, voilà, donc on est devant hypothyroïdie périphérique, dysmorphie, surpoids, syndrome d'apnée de sommeil. Quel est le diagnostic? Surpoids, hypothyroïdie périphérique, syndrome d'apnée de sommeil, c'est le pseudo-hypoparathyroïdie. Vous voyez, parfois, ce syndrome d'apnée de sommeil peut révéler des pathologies exceptionnelles. Et là, lorsqu'on a traité symptomatiquement, parce qu'il n'y avait pas d'obstacle, donc on a quand même traité par corticothérapie nasale, oxygénothérapie, on a transfusé parce qu'il avait une anémie, traitement symptomatique de l'insuffisance cardiaque avec très bonne évolution. Le cœur, il devient normal lorsqu'on essaye d'augmenter, d'enlever l'obstacle. Voilà, juste pour vous montrer un article. Donc, numéro 5, difficultés scolaires, troubles d'apprentissage. Vous avez toujours effectivement cette dysmorphie de syndrome adénoïdien. Et là, je reviens en 1882. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Osler? Il a remarqué que les enfants dont la respiration nocturne est bruyante, ronflante et entrecoupée de pauses ont l'air stupide et des difficultés à apprendre. Donc, l'hypertrophie adénomyocardien peut donner des enfants, malheureusement, lipides. Et là, la même chose. Donc, c'est une fille avant, de 17 ans, qui avait une pâle, chétive, voilà. Et après, la chirurgie, et c'est une présentation de Suarez qui a montré l'effet merveilleux de le fait d'enlever les végétations adénoïdes. Cas numéro 6. Diagnostic. Oui, bon, quoi d'autre? C'est tout simplement un faciès adénoïdien. Malheureusement, cette hypertrophie adénoïde, ça donne une transformation, ça transforme le visage du bébé et ça peut donner des disformations comme ça. Donc c'est très fréquent. Parce que le problème, malheureusement, ça se passe au niveau du nez. Parce que malheureusement, l'enfant, il ne respire pas par le nez. Et s'il ne respire pas par le nez, il aura une déformation de la maxillaire faciale. Donc, quelles sont les complications? On a parlé des complications cardiaques, les complications sur les performances scolaires, l'énurésie, effectivement, c'est une cause très très fréquente de l'énurésie, et même les anomalies de la croissance, il peut donner une hypertrophie chez un nourrisson. Et là, je passe rapidement sur c'est quoi ce syndrome. Donc, c'est un épisode répété d'obstruction des voies aériennes, et que vous voyez, là, lorsqu'on a une petite obstruction, ça va donner le bruit, ça va donner le ronflement, et parfois, lorsqu'il y a un arrêt total, une compression totale, ça va donner le syndrome d'apnée de sommeil. Il faut différencier entre le ronflement primaire, qui n'est pas compliqué, qui est plus ou moins fréquent, c'est l'épidémiologie entre 3 à 12%, et le syndrome d'apnée de sommeil, qui est plus ou moins rare, mais quand même, il peut aller 1 à 4% de la population pédiatrique. Et c'est pour cela que je dis que c'est l'affaire de pédiatres et de médecins généralistes, parce que la cause la plus fréquente, ce n'est pas comme l'adulte, la cause la plus fréquente, c'est une pathologie qu'on connaît, c'est l'hypertrophie amygdalienne et des végétations. Ce n'est pas les autres causes idiopathiques. Et vous voyez les autres signes, donc le ronflement, les somnolences, les troubles d'apprentissage, tous ces signes, l'énurésie, comme on a dit, les apnées, vous voyez. Et là, il faut distinguer entre 3 types de syndrome d'apnée de sommeil. Le premier type, c'est l'affaire des pédiatres, qui est le plus fréquent, c'est le type 1, qui est lié à l'hypertrophie adéno-amygdalienne. Il y a le type 2, qu'on commence à le voir malheureusement maintenant.
Avec le changement d'alimentation, on commence à avoir des enfants obèses. Et l'obésité, c'est un facteur étiologique du syndrome d'apnée de sommeil. Et aussi, on a le syndrome d'apnée de sommeil sur des malformations, des anomalies congénitales, des anomalies crânio-faciales, des anomalies génétiques, tout ça. Vous voyez quelques syndromes. Ce sont des syndromes qui sont associés à le syndrome d'apnée de sommeil. Et vous voyez l'épidémiologie et la fréquence de syndrome d'apnée de sommeil. Ce sont des malades qu'il faut les surveiller. Et là, je passe des gens qui s'intéressent aux maladies rares. Ce sont des malades, normalement, chez qui il faut chercher et chercher le syndrome d'apnée de sommeil. Vous voyez la fréquence de syndromes dans ces pathologies. Vraiment, c'est très, très fréquent. Et là, donc, il y a des critères majeurs. Vous voyez, c'est le renflement sonore, les régulateurs respiratoires, la reprise inspiratoire brillante. Et le problème, qu'est-ce qui se passe chez nous غتكونوا عارفينها غالبا وليداتنا ما كينعسوش معنا ما كنحسوش بهم داكوغ وفوقاش كنحسوا بهم الا سافروا معنا كنا في الوطن عاد كتحس بيه راه ولدك كيشخر ولا شحال باسكو بارفو سي ميكوني اي سي نيجليجي دونك l'examen clinique bien sûr il faut l'examiner surtout examiner la cavité buccale et il y a une classification pour sur la gravité et là je passe ce message c'est entonnoir xyphoïdien انا اول حاجه كيجي عندي l'enfant même اي حاجه كنشوف هنا entonnoir حيت les parents ils rapportent pas ils viennent pas pour consulter parce que un syndrome d'apnée de sommeil le renflement les enfants ils peuvent n'importe qui consulter je regarde ici entonnoir xyphoïdien واش كيشخر بالليل كيشخر je découvre autre chose alors qu'il est venu bien autre chose c'est très important et une chose importante aussi le nourrisson un petit peu parce que le nourrisson, il n'a pas cette capacité respiratoire pour faire sortir l'air. Donc, réellement, le renflement chez les nourrissons. Ce sont des enfants qui naissent à la race ou qui sont comme un bébé nourrisson qui tourne le lit dialogue. Et persiste, pensez qu'il fait un syndrome d'apnée de sommeil. Et là, pour vous montrer une vidéo, parce que c'est un obstacle des voies aériennes supérieures, vous avez cet entonnoir qui tire, parce que c'est une dyspnée inspiratoire qui est haute. C'est vrai, donc la question, parce que la mode maintenant, lorsqu'on parle de syndrome d'apnée de sommeil chez l'adulte, ça sort le mot, hein, les spécialistes, c'est la polysomnographie. Est-ce qu'il a un intérêt? Et on va voir, il n'a pas d'intérêt dans le type 1. Ça, ce qui me concerne, nous, pas d'intérêt de cette exploration. C'est la clinique, c'est des critères cliniques. Donc si vous voyez ça, il faut l'envoyer directement, enlever l'obstacle. Par contre, c'est vrai, dans l'obésité, dans les maladies crânio-faciales génétiques, c'est vrai, ce sont des malades, parce qu'ici, il n'y a pas d'hypertrophie adénomyédale, la même chose, ce sont des enfants qu'on doit faire, et par la suite, c'est important pour faire la surveillance. Et là, je termine par stade institutionnel, voilà, donc ça commence par suspecter, parce que souvent, ce sont des malades qui ne viennent pas pour ça, autre chose, ou parfois des formes graves, comme vous voyez tout à l'heure, avec une insuffisance cardiaque grave. Donc il faut le connaître et le chercher. Donc on commence par, est-ce qu'il y a une anomalie de l'examen clinique? Donc si on trouve des critères majorels, là, il n'y a pas d'intérêt de faire l'examen de sommeil, et là, il est envoyé directement au chirurgien. Par contre, s'il n'y a pas d'explication ORL, là, il faut effectivement l'envoyer pour faire ça. Et je termine quelques mots sur la prise en charge. La prise en charge dépend de la cause, mais j'aimerais attirer l'attention. Parce que parfois, ce n'est pas le problème de volume, mais surtout, c'est l'allergie. C'est parfois le vrai traitement. Parfois, c'est le traitement allergologique. Et c'est le traitement symptomatique de syndrome d'apnée de sommeil chez l'enfant. Il ne faut pas l'oublier, il faut le prescrire, parce que c'est grave. Et vous voyez les autres, selon les formes, parfois on peut faire la pression positive, voilà, comme l'adulte. Et là, je termine par... pour les formes un peu habituelles qui nécessitent la prise en charge. Et merci. أنا تسكن بخير. شكرا أستاذ أخويا السي عبد العظيم على هذا التقديم الرائع اللي استفدنا منه جميعا وكنطلب من القاعة اللي عنده شي سؤال يتقدم به. أستاذة. Cher ami, je te remercie pour ces excellents cas cliniques. J'aurais juste rajouté quelques éléments d'expérience personnelle. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes avec nous. Il est important que quand ils examinent la gorge, quand on voit un enfant, pour n'importe quoi, continuez à faire des systématiques, voyez la gorge, voyez les amygdales. Quand elles sont grosses,
il faut revenir sur l'interrogatoire, l'histoire du renflement. On a le chemin inverse. Et quand tu fais l'examen, tu le noter sur le dossier et voir. Là, il a قالت كيشخر c'est bon. قالك ما نعرف قول لها شوفيه منين كينعس منين نعس شوفيه واش كيشخر ولا لا. Donc جات هي pour une varicelle غتمشي بune information. Moi c'est un réflexe pour moi qui est important chez les jeunes. Deuxième élément, c'est cette histoire du trouble du sommeil de l'enfant. ما عمرت شي واحد ما قراهم. Alors ça fait pas partie de la formation du pédiatre. On s'est formé, nous, à travers les congrès et avec le contact avec nos pédodontistes qui nous ont expliqué le rôle de la langue pour développer le maxillaire supérieur. Quand on voit qu'un enfant a un maxillaire anormal, il a des troubles du sommeil. Un enfant qui a de l'hyperactivité, troubles de concentration, qui fait ce alors, avec l'algorithme d'idexé, des choses pratiques. Parce que c'est des choses pratiques ces choses pratiques, هما اللي تيخليونا نكتشفوا مبكرا أمراض لها علاج سهل. De l'autre versant, il y a des enfants qui ont des amygdales grosses, mais qui n'ont pas de troubles de sommeil. ما غنحيدوش les amygdales pour tout le monde. Il y a des indications. Voilà, il y a des indications. Nos jeunes ne sortent pas avec dans la tête les amygdales, les végétations. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un enfant qui a un nez bouché, commencez par un traitement corticoïde nasal, il s'améliore, il dort bien. Donc il y a une composante allergique حيدناها. وحنا غنسمو غاديين بشويه بشويه حتى نفهموا هاد الولد شنو عنده بالضبط. Et là, je finis par une requête auprès du comité scientifique ديال les journées de FES. راه خصنا شي table ronde sur les troubles du sommeil de l'enfant. يكونوا فيها لي زوري درناها ولكن ما شبعتنيش انا هذيك. خصنا نعاودوا لك شحال هذه. Est-ce qu'il y a des explorations qui doivent là, des choses pratiques. Des choses pratiques parce que la polysomnographie, voilà, je suis choquée par des enfants qui ont une conduite simple ou qui gèrent la polysomno. La polysomno, c'est les pneumos d'adultes qui ont la main facile chez les enfants. Voilà mes remarques et je te remercie encore. S'il vous plaît. Il est là. Oui, c'est ça. Oui, pour le renflement, il n'y a pas que l'hypertrophie des amygdales et des végétations. Il y a la déviation de la cloison nasale, il y a la rhinite allergique, il y a les hypertrophies des cornées. Effectivement, c'est l'intérêt aussi de l'examen clinique. Mais s'il est très obstructif, l'essentiel, tout obstacle peut donner des complications. Parce que ça donne l'hypoxie, ça donne une augmentation des résistances pulmonaires et ça retentit sur ce VD. Qu'est-ce qui s'est passé pour le premier malade? Il avait cette hypertrophie, le VD il est devenu malade, mais il supporte. Mais il a fait une infection, il a augmenté, parce que lorsqu'on fait une infection pulmonaire, il faut une poussée d'HTAP, donc il a refermé les artères pulmonaires et tout à coup, il a fait une insuffisance cardiaque. Donc tout obstacle peut se compliquer. Et par la suite, effectivement, comme tu l'as dit, il y a plusieurs causes, mais le plus fréquent chez nous, j'insiste sur ça, c'est surtout les pathologies qui sont faciles, l'hypertrophie adénodonale, et bien sûr, par la suite, ces discussions entre ORL et le pédiatre. Mais ne laissez pas d'obstacles. C'est ça le message pour moi. L'enfant doit respirer correctement, facilement, et il doit dormir correctement. J'ai oublié une partie de ma question, c'est les œdèmes. Tu as dit que ces gosses, ils avaient des œdèmes qui ne prenaient pas le godet. Vous avez éliminé le syndrome néphrotique. Vous avez retenu les problèmes thyroïdiens, si j'ai bien compris, parce que dans un cas clinique, l'albumine est à la limite inférieure. Oui, alors, parce que... Oui. Quand on a une hypoalbuminémie, on va avoir des œdèmes. Sans avoir de fuite protéique. Parce que je n'ai pas voulu entrer dans Je voudrais un peu plus de détails sur ces points. Oui, parce que l'enfant, à cause de syndrome, il avait aussi un problème. Lorsque tout à l'heure, on a vu les complications, c'est le retard pondéral aussi, la stagnation pondérale. Ça veut dire qu'il y avait un problème d'apport aussi, qui a causé l'anémie, parce que aussi il est anémique. Parce qu'initialement, l'enfant, il nous a proposé un problème, parce qu'il avait de l'ictère, il y avait des œdèmes, parfois il prend le godet, et c'est un malade vraiment au cours de l'hospitalisation. C'est le diagnostic, c'était à la fin, c'était pas facile. Donc j'ai essayé de résumer tout ça. Professeur Ismaili. Moi j'ai juste une phrase à dire. Oui. Lorsqu'on a découvert un obstacle des voies supérieures, il faut l'enlever dans l'immédiat.
D'abord, il y a une attitude quand on se dit, voilà, puisqu'il a des amygdales hypertrophiques, il faut attendre 5 ans pour l'enlever. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on a du mal à comprendre ces gens-là qui attendent 5 ans. Un obstacle, lorsqu'il existe, il faut l'enlever. Végétation, même à 1 mois, il faut l'enlever. Donc, un obstacle, il faut l'enlever à temps. Parce que, effectivement, tout obstacle des voies supérieures peut donner une cardiomyopathie grave, même du VD, même du VG. Donc il faut, et non seulement ça, puisque si on le voit de l'autre version, ben on va avoir des problèmes auditifs, des problèmes neurologiques, des problèmes de sommeil, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, tout ce que vous voulez, les problèmes scolaires. Donc un obstacle, il faut l'enlever, ils ne peuvent pas attendre 5 ans. Ça, c'est fondamental. Souvent, les gens... Mais malheureusement, les ORL, ils refusent d'enlever les amygdales avant 5 ans. Avant même 3 ans. C'est anormal. C'est une urgence. Il faut l'enlever. N'importe quelle date. Il faut vérifier qu'il y a Parce que le problème, qu'est-ce qui se passe au stade, il n'y a pas de réanimateur pédiatre. Il n'y a pas d'anesthésie, d'abord un problème d'anesthésie, malheureusement. Exactement. Très bien. Donc, on remercie vivement professeur Abdelhadem Baba Khoya pour cette excellente présentation. On a appris des choses.